Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans mon salon et pas dos à ma bibliothèque. Du coup je vais pas pouvoir vous parler de bouquins, même si je pourrais potentiellement, vu qu'il y a des albums pour enfants qui traînent un petit peu partout autour de moi. Aussi j'ai la voix un peu cassée, donc je sais pas de quelle manière je vais terminer cette vidéo. J'espère juste que pour vous ce sera pas trop désagréable à entendre, mais c'est juste que Marius étant maintenant en collectivité, donc à la crèche pour ceux qui savent, il va être très fréquemment malade et moi aussi par extension, vu que depuis toute petite j'ai pour habitude de choper absolument tout ce qui traîne. Donc je me suis dit, si j'attends d'aller mieux, ça se trouve entre temps j'aurais chopé un truc et je serais encore dans un pire état que là, parce que concrètement, à part le fait que ma voix soit un peu rauque, un peu nasale, et le fait que je tousse, en gros ça va pas trop mal quoi. Alors pour vous une seconde, c'est par cette prise de la précédente, mais pour moi en fait c'est un repas qui les sépare. Voilà, je viens de revenir avec mon petit dessert pour m'occuper un peu parce que je pense que cette vidéo sera assez longue, dites-le vous bien. Et puis de quoi est-ce que je vais parler dans cette vidéo? Et ben je vais vous parler de Numéro bis, voilà. Numéro bis, c'est le petit surnom affectueux que j'ai donné au bébé qui grandit déjà dans mon ventre. Ça me fait bizarre de vous en parler dans le sens où aujourd'hui, alors c'est intéressant de vous dire à quelle date je tourne cette vidéo parce qu'elle ne sera pas du tout publiée dans la foulée. Aujourd'hui, on est lundi 23 septembre. On est le soir, il est 19h56 et au moment où je vous parle, il y a presque personne qui est au courant de ma grossesse, donc voilà, c'est assez, ça fait étrange d'en parler aussitôt. Pourquoi est-ce que je vous dis que je la mets pas en ligne? Tout simplement parce que je vais attendre que les 3 mois soient passés, les 3 mois fatidiques, le premier trimestre, puisque c'est au premier trimestre qu'on a le plus de risques de faire une fausse couche. Donc voilà, pour ma sérénité, ma tranquillité d'esprit et plein d'autres choses comme ça, je préfère attendre. Maintenant, ça m'empêche pas de vous tourner quand même en temps et en heure ces vidéos que j'ai décidé d'appeler avec l'abréviation JDG, donc pour journal de grossesse, tout simplement parce que ça me permet d'être à jour au niveau de mon ressenti, etc. Pourquoi est-ce que je vous tourne ce type de vidéo d'abord? Et bah parce que quand j'étais enceinte de Marius, j'ai pas arrêté de m'abreuver de ce type de vidéos sur YouTube. Dès lors que je tombais sur un vlog de grossesse ou une vidéo comme ça, je la regardais. Parce que je sais pas, d'un certain côté ça me rassurait et au-delà de partager, ça me permet moi de conserver une trace de ça, de conserver des souvenirs, parce que cette vidéo elle va pas être que sur YouTube, elle va aussi être dans mon disque dur externe, voilà, dans notre NAS, donc conservée ad vitam aeternam. Cette deuxième grossesse, je ne la vis pas du tout de la même manière dont j'ai vécu le tout début de ma première grossesse. Pour rappel, peut-être que certaines d'entre vous n'êtes pas forcément au courant, mais je ne le cache pas parce qu'à mon sens, voilà, il n'y a pas de tabou à avoir par rapport à ça. Mais Marius n'était pas une grossesse, un bébé planifié. Ça a été un beau bébé surprise, et quand je vous parle de surprise, je devrais en fait vous parler d'un choc cataclysmique. C'est-à-dire que on n'essayait pas d'avoir un enfant et Marius est arrivé comme ça, brusquement du jour au lendemain. Je vous parle de surprise, mais c'est la plus belle surprise de notre vie quoi. Peut-être que pour certains couples ce serait genre oh mon dieu non, c'était pas du tout prévu là, mais nous c'était genre en mode oh là là, trop bien, voilà. Et quand je vous dis que cette deuxième grossesse n'est dès le départ pas comme la première, c'est que celle-ci a été mûrement réfléchie et vraiment planifiée. J'en ai parlé dans ma FAQ pour ceux qui l'ont regardé, mais je suis fille unique et je vis dans une famille et un cercle familial qui est hyper restreint. Et c'est l'opposé total de la famille de mon chéri, qui est issue d'une fratrie de 4 enfants, dont les 2 aînés ont respectivement 4 et 5 enfants. Donc voilà, c'est vraiment une famille nombreuse. Et je suis tombée complètement sous le charme de la configuration de sa famille. C'est vrai que pendant des années, j'ai voulu avoir 2 enfants, tout simplement parce que je voulais pas du tout avoir un enfant unique. Parce que pour l'avoir vécu, je sais ce que c'est et je sais que parfois c'est pas forcément très plaisant.
et quand t'es enfant parce que tu te sens seule, et quand t'es adulte parce que quand tes parents vieillissent, etc., t'as personne sur qui t'appuyer en fait, c'est à toi de gérer tout le temps. Et ça met quand même une certaine pression, enfin voilà, je vais pas développer davantage le sujet. Ce n'est pas ce que j'envisage pour ma propre famille, donc dès le départ il m'a semblé évident de vouloir 2 enfants. Et dès lors que j'ai rencontré mon chéri, ben j'ai voulu avoir 3 ou 4 enfants. Marius, je l'ai eu quand j'ai eu 29 ans. Alors 29 ans, c'est un âge totalement banal pour avoir un bébé, surtout dans notre société où les études durent plus longtemps, où la femme priorise beaucoup dans un premier temps sa carrière professionnelle avant de mettre en route la conception de sa famille. Et même si donc 29 ans c'est pas un âge canonique pour avoir un enfant, étant donné que j'en veux quand même 3 ou 4, mon but ultime dans la vie c'est pas du tout d'être dans les couches quand j'en aurai 38 ou 40. Donc c'est pour ça que j'aimerais avoir en fait des enfants relativement rapprochés qui ont entre 1 an et demi et 2 ans d'écart. Et quand on a fait notre petit rétro-planning et qu'on s'est dit bon là c'est à peu près le moment pour relancer la machine et réessayer pour qu'on soit dans les clous au niveau de l'année et demie d'écart, et bah encore faut-il que ça fonctionne quand on essaie, voilà. C'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à penser que Marius étant venu comme ça, et bah ça allait être le cas pour tous les prochains bébés, mais en fait non, pas du tout. On a essayé d'avoir un enfant au mois de mai et au mois de juillet. Quand j'ai vu qu'on y était encore, et en plus de ça je suis pas du tout d'un naturel patient, j'ai décidé d'aller consulter le gynéco qui m'a suivi pendant toute ma grossesse de Marius, pour essayer tout simplement de voir si quoi que ce soit clochait chez moi. Et effectivement il a trouvé très rapidement après une prise de sang et une écho pelvienne, et il m'a diagnostiqué un SOPK, donc Kesako, c'est tout simplement le syndrome des ovaires polykystiques. C'est une affection qui touche pas mal de femmes, hein, j'ai envie de dire, j'ai l'impression de plus en plus d'ailleurs. En gros c'est que j'ai des kystes dans mes ovaires qui bloquent plus ou moins mon ovulation. Donc au quotidien, en quoi ça se manifeste? Ça se manifeste en ce sens que j'ai des cycles assez longs qui font une quarantaine de jours à peu près et qui sont surtout très irréguliers. Et le problème du SOPK, c'est qu'on n'ovule pas systématiquement à chaque cycle. Donc déjà, en plus d'avoir des cycles plus longs, du coup, tu as moins de chances de tomber enceinte que quelqu'un qui est réglé à 28, 28, 28, 28. Mais en plus, tu n'ovules pas à chaque fois. Donc c'est clair que t'es pas aidé. Et c'est clair qu'avoir une grossesse planifiée comme ça, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, ça veut pas pour autant dire que je suis stérile. La preuve en est, Marius est arrivé avec facilité, mais en tout cas ça signifie clairement que je ne suis pas très fertile. Alors mon gynéco il est super, je l'adore, et en plus de ça il me connaît très bien maintenant et il connaît très bien aussi mon projet de famille nombreuse, donc il m'a dit qu'il allait pas me faire perdre mon temps et qu'on allait rentrer dans le vif du sujet en entamant un protocole de grossesse médicalement assistée. Donc ça peut commencer à faire un peu peur comme ça, mais je me suis lancée parce que de toute façon, moi ce que je voulais c'était tomber enceinte et rapidement. Donc il a commencé par me mettre sous Clomid, donc un médicament qui est à prendre à partir du 2e jour du cycle pendant je sais plus 5 ou 6 jours, quelque chose comme ça, avec une prise le matin et une prise le soir. Donc c'est un traitement qui est censé favoriser l'ovulation, de ce que j'en ai retenu en tout cas. Quand j'ai vu la liste des effets secondaires de la notice, j'ai pris un peu peur. Parmi toute la tripotée d'effets physiques comme les migraines, comme les douleurs en bas très intenses, il y avait aussi dépression, pensée suicidaire. Déjà quand tu vois ça, tu dis oula, bon, j'ai intérêt à être bien entourée moi. Bon, en réalité, en ce qui me concerne, Clomid, c'est très bien passé, j'ai eu aucun effet indésirable, ou alors ces derniers sont passés totalement inaperçus. Et ensuite dans la suite du protocole, j'étais censée faire une prise de sang. Alors vous m'excuserez mais j'ai plus les dates en tête, je crois que c'était à J10 de mon cycle et à J12, donc avec un jour d'intervalle entre les deux, j'étais censée aller chez le gynéco pour faire une écho pelvienne pour voir si des follicules étaient apparus. Et il s'avère lors de l'écho que j'avais 2 follicules qui étaient à point, prêts à ovuler. Donc j'en avais un balèze d'un côté et un d'une taille un peu plus modérée de l'autre côté.
Voilà, donc là, c'était pas mon gynéco habituel, c'était sa remplaçante. Elle m'a dit, écoutez, je le sens bien, vous êtes prête. Là, ce soir, vous faites une injection d'une seringue d'un produit qui s'appelle Ovitrel et qui sert en gros à provoquer l'ovulation. Et ensuite, j'ai eu un planning, un agenda des câlins bisous à faire sur 4 jours d'affilée. Voilà, alors je suis d'accord, ça manque clairement de fun. On n'est pas dans le ça se passe comme ça, voilà. Non, on est dans le calculé, mais après, tout est une question de savoir ce qu'on veut. Alors pour le coup, autant Clomid est passé inaperçu, autant Ovitrel, je l'ai senti passer, mais j'ai eu des douleurs. Mais vous voyez, des douleurs de règles, mais en 10 fois plus fort quoi. Des douleurs à me tordre par terre, je n'étais bien, et encore, que quand j'étais assise. Dès lors que j'étais debout et trop longtemps debout, j'avais mais super mal, super mal. Donc là, clairement, j'ai bien senti l'ovulation, il n'y a pas de souci. Et j'ai pris rendez-vous chez mon gynéco 11 jours après cette injection. J'avais lu sur internet et sur la notice qu'il fallait à peu près 10 jours pour évacuer de son corps tous les effets de Clomid. Donc je savais qu'il fallait pas que je fasse un test de grossesse trop tôt parce que sinon il y aurait eu beaucoup de chances qu'il fasse un faux positif. Le 11e jour après la piqûre, j'ai fait un test de grossesse, donc un test urinaire juste avant d'aller chez le gynéco, histoire d'avoir quelque chose à lui raconter. Parce que de toute façon il était hors de question qu'il me fasse une écho, je veux dire c'était tellement rapproché qu'on n'aurait absolument rien vu. Le test était négatif. Je l'ai mal vécu, ça m'a mis le moral dans les chaussettes. Je suis allée un petit peu comme une âme en peine chez mon gynéco qui m'a un peu fait la morale et qui m'a dit les tests de grossesse c'est fini quoi. Laissez la nature faire. Si ça doit se faire là, ça sera là. Si c'est pas là, ce sera au cycle prochain ou celui d'après. Mais arrêtez de vous prendre la tête avec les tests. En plus de ça, la fiabilité des tests de grossesse, genre quelques jours après le rapport, même une dizaine de jours après, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Donc j'ai fait ce qu'il m'a dit, j'ai laissé le temps passer. En fait ce qu'il faut savoir c'est qu'après une injection d'Ovitrel, soit on est enceinte et hurrah youpi youpla boum, soit on ne l'est pas, ça n'a pas fonctionné, et dans ce cas-là les règles arrivent 14 jours après l'ovulation. Donc moi j'attendais que ça fasse 14 jours, et au bout de 14 jours, bah, j'avais toujours rien. Donc j'ai attendu un jour de plus, un jour de plus, un jour de plus, et chaque jour qui passait je pouvais pas m'empêcher d'avoir un minuscule espoir qui grandissait. Et chaque jour qui passait, je me tape parce que c'est vraiment pas bien de faire ça, mais franchement, jetez-moi la première pierre si vous n'avez pas fait ce genre de choses vous aussi. J'allais sur internet, j'allais sur des forums, je tapais dans Google tant de jours post-piqûre Ovitrel sans règles, voilà. Et chaque jour, eh ben, je mettais en gros J+1 quoi. Donc je mettais 18 jours post-Ovitrel, 19 jours post-Ovitrel. Et au départ je tombais sur foultitude de personnes qui témoignaient pour dire voilà j'en suis à tant de jours de mon cycle, tant de jours après la piqûre, je n'ai pas mes règles. À votre avis, est-ce que dans votre boule de cristal je suis enceinte? Vous voyez le genre. Et alors plus les jours passaient, moins je lisais de témoignages sur internet et plus je me disais c'est bizarre. Ça veut peut-être dire que du coup je suis enceinte, mais j'osais pas trop y croire non plus. Puisque j'avais lu d'autres témoignages, toujours sur internet, les forums c'est vraiment le mal, Fuyez, Doctissimo et toutes ces conneries là. J'avais lu sur des forums sur internet des personnes témoignant qu'elles n'avaient pas leurs règles à J plus je sais pas combien après la piqûre, qu'elles avaient fait une prise de sang etc qui s'était révélée négative et qu'en fait leurs hormones étaient complètement chamboulé et qu'il avait fallu la prise d'un médicament pour déclencher les règles, déclencher un nouveau cycle et repartir à zéro. Donc voilà, j'avais un peu peur que ce soit ça. Mais quand je suis arrivée à, je sais plus, alors attendez, je vais vous dire ça, 21 jours après ma piqûre, j'ai envoyé un email à mon gynéco en lui disant écoutez, là j'en suis à temps, qu'est-ce que vous en pensez? Et il m'a répondu, effectivement, peut-être que, 3 points de suspension, ça vaut en tout cas le coup que vous attendiez encore une semaine et si dans une semaine vous n'avez rien, reprenez rendez-vous avec moi. Une semaine plus tard, il n'était pas dispo pour qu'on se voit en direct live, donc j'ai pris un rendez-vous, vous savez, en mode visio sur Doctolib. C'était la première fois que je faisais ça, c'était génial. J'étais au bureau, j'étais comme ça. Alors par contre, le truc, c'est qu'on se voit pas. Donc on se cadre un peu n'importe comment. Et je voyais par exemple que
cette moitié-là de la tête de mon gynéco, mais au final peu importe, hein, parce que quand on fait ce genre de consultation, c'est qu'on n'a pas besoin d'être examiné, on a juste besoin de se parler. Le jour de la consultation, mon gynéco m'a fait 2 ordonnances. La première pour faire la fameuse prise de sang, la deuxième pour prendre le fameux traitement au cas où le résultat de la prise de sang est négatif. Le lendemain, donc on était le jeudi 21 septembre, je suis allée déposer Marius à la crèche, je suis ensuite allée faire avec mon chéri la prise de sang au labo et on a récupéré les résultats le soir même avant d'aller rechercher Marius. Donc on les a lus tranquillement de retour à la maison juste avant de repartir et je me rappelle qu'on a un peu chahuté, mon chéri voulait regarder les taux avant moi et d'ailleurs il ne se fixait que sur les taux alors que moi je m'en fichais, ce que je voulais voir c'était positif ou négatif étant donné que c'est quand même écrit noir sur blanc quoi. Donc j'ai tout de suite vu avant lui, je pense que c'était écrit positif et à partir de là, ça y est, l'aventure commençait vraiment, numéro bis était en chemin. Alors pourquoi numéro bis? Pour la petite histoire, Marius, son petit surnom, avant qu'on lui choisisse un nom, et tout le temps on lui avait choisi un nom mais qu'on voulait le garder secret, on l'appelait Petit Biscuit. Bah vous vous rappelez peut-être d'ailleurs de la vidéo Il était une fois Petit Biscuit. Pourquoi Petit Biscuit? Tout simplement parce que, pour la petite histoire, hein, vous allez apprendre une super anecdote sur moi, ça va être palpitant, vous allez voir. Quand j'étais enfant, quand j'étais scolarisée, quand j'étais au collège et au lycée, j'avais pour habitude de ramener, comme bon nombre d'enfants, mais bon je sais pas pourquoi ça a énormément marqué mes copains et copines, je ramenais des 10 heures, donc je ramenais des gâteaux à manger à la récré. Et on m'avait donné le surnom de Madame Gâteau et du coup bah, ça m'a un peu resté en tête et je me suis dit que Madame Gâteau ne pouvait que donner naissance à un petit biscuit. Voilà. Et alors pourquoi numéro bis? Numéro bis, j'ai trouvé ce petit nom, alors même que numéro bis n'était encore qu'un simple et vague projet dans nos têtes. Tout simplement parce que dans ma famille, de mon côté à moi, on aime beaucoup lire des BD et des BD d'Astérix et Obélix. Et pour ceux et celles qui connaissent Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, il y a un certain numéro bis et je trouve ça juste très drôle. Donc numéro bis pour numéro 2, voilà, et puis la petite référence à Astérix et Obélix. Donc voilà, c'est numéro bis et donc numéro bis est en chemin. Au niveau des taux, etc., ils étaient déjà assez élevés et ça montrait que j'étais déjà enceinte d'au moins 4 semaines. De toute façon, au niveau de la date, c'était à peu près ça. J'étais enceinte d'un mois. Au moment où je vous parle, je n'ai pas encore fait d'écho de datation. Donc si vous voulez, je ne sais même pas si le bébé est bien placé, je ne sais même pas si c'est un œuf clair ou pas, je ne sais même pas combien de bébés il y a. Oui, parce que quand on prend ce genre de traitement, c'est bien gentil, mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ça multiplie, je crois, par 15% le risque de grossesse multiple. Et il y a aussi des risques qui sont beaucoup plus importants que lorsqu'on a une grossesse spontanée de fausse couche. Voilà, il faut le savoir, c'est le côté pas très fun de la chose, mais le gynéco fait bien son boulot à chaque fois de prévention. Alors du coup, comme pour la première fois, et avec mon chéri, vous l'avez bien vu dans ce que je vous ai raconté, on a découvert cette nouvelle grossesse ensemble. Comment est-ce qu'on a réagi? Bah on avait beau s'y attendre un petit peu, avoir quand même de gros doutes. On a été super émus bien sûr. J'ai eu les larmes aux yeux, lui aussi, enfin... Chaque grossesse est magique et même si on ne peut pas parler de choc extrêmement surprenant comme a été l'annonce de la grossesse de Marius, il n'en reste que bah, c'est très émouvant en fait de constituer comme ça sa famille. Alors du coup la fin de cette vidéo, elle va être consacrée à vous parler des petits symptômes et désagréments qui ont ponctué mon premier mois de grossesse. Déjà on va parler de la fatigue. Je suis désolée, à chaque fois je reviens sur la grossesse de Marius, mais parce que c'est le seul point de comparaison possible que j'ai. Au début de ma grossesse de Marius, donc j'ai été au courant de cette grossesse, pareil, j'étais à peu près à un mois et demi de grossesse. J'ai été ultra crevée, mais quand je vous dis ultra crevée, j'avais envie de dormir tout le temps, j'en pouvais plus. Au départ, j'avais mis ça sur le compte que on était en plein emménagement ici. En fait, on a conçu Marius, on vivait pas encore ensemble et on a appris que j'étais enceinte peu de temps après avoir emménagé. Donc voilà, moi je me suis dit c'est le déménagement, c'est les cartons, c'est très prenant et tout. En fait non, pas du tout. Et alors là, bah, là aussi je vais pas vous cacher les choses, je suis fatiguée, mais c'est une fatigue différente. C'est-à-dire que quand on est maman, on est habitué à être fatigué tout le temps. Même quand votre enfant est aussi
cool, aussi facile que mon fils l'est, et c'est quand même une personne de plus à s'occuper dans votre vie. C'est quand même des journées qui sont chargées, et puis il faut dire que quelques jours après avoir conçu Numérobis, moi j'ai repris le boulot. Donc là aussi c'était un rythme de vie différent, il a fallu que je m'adapte, c'était désormais, en plus de ma vie de famille et de s'occuper de la maison, c'était gérer les transports, gérer la crèche, gérer le boulot. Et tout ça pour vous dire que je me suis pas sentie particulièrement davantage fatiguée. Alors ces jours-ci, oui d'accord, mais parce que aussi j'ai la crève, donc je pense qu'il y a une part de ça. En fait c'est difficile de dire ce qui est la part de la grossesse et ce qui est la part du reste, parce que si vous êtes enceinte ou si vous souhaitez l'être un jour, sachez que la grossesse elle a bon dos, hein. Au moindre pet de travers qu'il y a chez vous, vous mettez ça sur le dos de la grossesse, alors que parfois c'est pas forcément le cas. Autrement, il y a deux choses notables ce mois-ci, que ça on ne peut que imputer à la grossesse. Il y a eu 2 soirs, ça n'a pas été 2 soirs consécutifs, mais il y a eu 2 soirs où je discutais comme ça de choses et d'autres avec mon chéri, et en 2 secondes, comme une bipolaire névrosée, je me mettais à pleurer. Alors genre les gros sanglots, hein, mais incontrôlables. Je me sentais pas triste ou quoi que ce soit, mais juste mes hormones étaient complètement chamboulées, je me mettais à pleurer. Je me recalmais, on discutait d'autres choses et boum, rebelote. Et alors ça a continué comme ça, je sais pas, 5-6 fois d'affilée. C'était assez handicapant, c'était assez pénible pour moi comme pour mon chéri qui se demandait un peu ce qui se passait, ce qu'il pouvait faire pour m'aider, pourquoi ça n'avait pas l'air d'aller, etc. Et je disais mais t'inquiète pas, tout va bien, je ne contrôle pas mes émotions mais ça va. Donc voilà, ça clairement c'est la grossesse. Et l'autre chose un peu plus bizarre, donc là j'étais pas au courant que j'étais enceinte à ce moment-là. Je vais vous raconter un truc, ça va être hyper... Bon j'espère que vous n'êtes pas en train de manger, hein. Bref. Mais c'est la vraie vie les amis, c'est la vraie vie. J'ai eu 4 ou 5 jours consécutifs de diarrhée. Voilà, genre mais la diarrhée comme si vous aviez une gastro, sauf que j'avais pas la gastro et je savais très bien que j'avais pas de gastro, c'est-à-dire que j'étais pas là à courir toutes les 5 minutes aux toilettes pendant ma journée, non. Mais par contre quand j'avais besoin d'y aller, eh ben, j'y allais et c'était de la flotte quoi, mais de la vraie flotte. J'ai rien pris, ça a fini par passer tout seul. Et j'ai cherché sur internet, oh mon dieu, mais internet c'est tellement le mal. Je vous dis, dès que vous avez le moins de pets de travers, vous êtes là, alors attends, et puis une fois sur deux, on vous apprend que vous allez avoir un cancer et que vous êtes en fait en phase terminale là. Bref, donc là j'ai tapé diarrhée début de grossesse et j'ai quand même vu sur un site un article qui avait pas l'air trop déconnant et qui disait que les femmes ne vomissent pas forcément et n'ont pas forcément des nausées au début de leur grossesse, non, parfois elles ont des diarrhées, youhou. Donc ça je l'avais pas eu la première fois, mais voilà. Ce fut éphémère mais intense. Et alors pour ce qui est justement des nausées et des vomissements, pour le moment je touche du bois, je n'ai rien. Je sais que chaque grossesse est unique, on vit pas les choses de la même façon, etc. Mais pour ma part, quand j'étais enceinte de Marius, parfois je me sentais un peu nauséeuse, mais je n'ai jamais, jamais, jamais vomi. Donc encore une fois, je sais que c'est pas obligé que ça se reproduise exactement de la même façon, etc. Mais le fait est que pour le moment, j'ai même pas eu de nausée, rien du tout. Franchement, mis à part parfois quelques petites douleurs de règles, on pourrait croire que je suis pas enceinte. Maintenant, je m'inquiète pas plus que ça parce que quand j'étais enceinte de Marius au départ, et j'avais l'impression de ne pas être enceinte non plus, et pourtant je vous assure que je l'étais bien et le petit être qui dort dans la pièce d'en face peut en témoigner. Et c'était bon. J'ai l'impression qu'à l'issue de cette vidéo je vais complètement perdre ma voix. C'est plus simple de parler en début de journée, mais comment vous dire que je vais pas me lever non plus à 6 h pour faire une vidéo avant de partir au boulot. Et pour en finir avec les différents symptômes, ce qui me chagrine un petit peu actuellement, c'est que je recommence comme pour ma première grossesse. Peut-être que même ça intervient un peu plus tôt que lors de ma première grossesse, mais j'ai des douleurs de sciatique, c'est-à-dire que je ressens très souvent un pincement en haut de ma fesse droite, hein, pour être précise, la fesse droite, pas la fesse gauche. Voilà, c'est des douleurs de sciatique, ça fait très mal. C'est quand je m'assois, quand je me relève, quand je conduis, quand je porte quelque chose. Bref, ça arrive très souvent. Alors je fais des étirements en prévention. J'essaie de faire ça parce que à ma première grossesse, ça m'a énormément handicapée. C'est-à-dire que la nuit, j'arrivais même pas à me lever pour aller faire pipi en fait. C'est-à-dire qu'en étant le corps à froid comme ça, les muscles froids,
j'arrivais pas à me lever. Je souffrais le martyre, ça me faisait crier tellement j'avais mal. Et mon amoureux était obligé tout doucement de me tracter comme ça pour me mettre debout et me guider qu'à un cas jusqu'aux toilettes. Et une fois que j'étais assise, et bah m'aider à me relever parce que sinon je restais assise sur les toilettes. Donc voilà, c'en était à un point quand même extrême, alors que j'en étais en plein début de grossesse, mais j'avais appris quand même que c'était assez fréquent dans le sens où les hormones déplacent le bassin et le déplacement du bassin occasionne parfois des douleurs de sciatique. En tout cas voilà, ça n'a rien d'inéluctable, ça n'a rien de gravissime même si c'est douloureux et très embêtant. Dans le sens où quelques séances d'ostéo ont définitivement terminé cette histoire et ce passage sciatique. Et bah écoutez, je vais pas vous prendre plus de temps que ça parce que je pense que j'ai été très bavarde. Hein, là j'en peux plus. J'espère que ce contenu vous plaira, vous intéressera. J'ai bien conscience que je ne parle pas de livres dans cette vidéo. Maintenant, et ben j'espère que vous avez conscience aussi que ma vie est très riche et ne se cantonne pas forcément que aux livres. Il se passe plein d'autres choses dans ma vie et voilà, ça fait partie des moments, des événements que j'ai envie de partager avec vous. Maintenant, libre à vous de vous sentir intéressé par ça ou pas. Et si c'est pas le cas, franchement, je vous en tiendrai par rigueur. Mais en tout cas, pour ceux que ça intéresse, et ben, je vous remercie de m'avoir regardé pendant si longtemps et j'espère que vous serez au rendez-vous pour les journaux de grossesse suivants, d'autant que si ça continue, ben rien que pour moi ce sera bon signe, c'est que ma grossesse continue son petit bout de chemin tranquillement et que les choses se passent bien pour numéro bis, voilà. Tout ce que je lui souhaite à numéro bis, garçon ou fille, peu importe, mais c'est d'être un bébé en bonne santé, voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.